Décembre 2020, le Maroc prend une décision qui va complètement redessiner la carte géopolitique de la région, normaliser ses relations avec Israël dans le cadre des fameux accords d'Abraham. C'est un geste qui a permis des gains diplomatiques, on peut le dire, spectaculaires, mais qui a aussi déclenché d'énormes pressions aussi bien à l'intérieur du pays qu'avec ses voisins. Alors, la question centrale qu'on va se poser est assez simple. Cet accord, est-ce que c'est un coup de maître stratégique qui renforce la puissance du Maroc ou, au contraire, un pari à très haut risque qui pourrait bien fragiliser sa stabilité? On va explorer ensemble toutes les facettes de cette décision qui est pour le moins audacieuse. Tout commence donc fin 2020. Le Maroc devient la 4e nation arabe à rejoindre les accords d'Abraham. Cette grande initiative pilotée par les États-Unis pour normaliser les relations entre Israël et le monde arabe. Et attention, il ne s'agit pas juste de reprendre des liens qui avaient été rompus en 2000. Non, là on assiste vraiment à la naissance d'une toute nouvelle alliance avec de multiples facettes. Alors pour que ça marche, l'accord est en fait en deal à 3, avec une logique très claire. Le Maroc normalise ses relations avec Israël. En échange, et ça c'est vraiment le point crucial, les États-Unis reconnaissent officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Pour Israël, c'est une porte de sortie de son isolement régional, et pour l'administration américaine de l'époque, c'est un énorme succès diplomatique. Bref, une diplomatie transactionnelle pure, où chaque partie repart avec un gain stratégique vital. Et il faut bien le dire, pour le Maroc, le gain a été quasi immédiat et immense. Penchons-nous d'abord sur cette victoire diplomatique parce qu'elle est vraiment au cœur de toute la stratégie de Rabat. Pour bien comprendre la portée de ce qui a été obtenu, il faut avoir en tête cette phrase du roi Mohamed VI. Le Sahara occidental, ce n'est pas juste un dossier parmi d'autres, c'est la cause nationale. C'est une question d'intégrité territoriale, presque d'identité. La reconnaissance américaine, ce n'était donc pas une simple déclaration, c'était un véritable changement de paradigme. Et cette décision américaine a provoqué un vrai effet domino sur la scène diplomatique. D'abord l'Espagne, l'ancienne puissance coloniale, qui bascule en 2022 et soutient le plan d'autonomie marocain. Puis la France a suivi de manière plus explicite et enfin le Royaume-Uni. Rabat s'est servi de ce levier américain de façon magistrale pour isoler le Front Polisario et rallier les grandes puissances européennes à sa cause. Mais ce n'est pas tout. Cette reconfiguration diplomatique a ouvert la porte à une autre dimension, tout aussi cruciale, l'alliance stratégique et militaire. D'un seul coup, la normalisation a débloqué un partenariat de défense qui donne au Maroc un avantage technologique significatif dans une région, disons-le, plutôt tendue. Il faut regarder au-delà de la simple liste de matériel pour comprendre le changement d'échelle. Le système Barak MX, par exemple, c'est un bouclier ultramoderne contre les menaces aériennes. Les drones Heron, eux, décuplent les capacités de renseignement. Il y a même un projet pour coproduire des drones directement sur le sol marocain. C'est une modernisation à marche forcée de l'armée qui redessine complètement l'équilibre militaire régional. Et si on veut un chiffre pour illustrer l'ampleur de ce partenariat, le voilà. 1 milliard de dollars. C'est le montant d'un seul contrat pour l'achat de 2 satellites espions de type OFSX-13. C'est tout simplement le plus gros contrat jamais signé entre les deux pays et ça montre bien que cette coopération est désormais au cœur de la doctrine de défense du Maroc. Mais voilà, tout ce succès diplomatique et militaire, eh bien, il a un coût. Et ce coût, il se mesure à l'intérieur même du pays, où un fossé de plus en plus profond s'est creusé entre la politique de l'État et ce que pense la population. Ce slogan, on l'entend partout dans les manifestations à travers le pays. Il capture assez bien l'émotion brute d'une grande partie de la population. Pour beaucoup de Marocains, cet accord est tout simplement perçu comme une trahison de la cause palestinienne, une cause qui est historiquement très, très chère au peuple. Et ce n'est pas juste une impression, les chiffres sont là pour le prouver. D'après une étude récente, 78% des Marocains s'opposent à la normalisation. C'est un chiffre énorme qui montre bien le décalage total entre la décision stratégique prise au sommet de l'État et l'opinion publique. Un chiffre qui, d'ailleurs, n'a fait qu'augmenter depuis la guerre à Gaza. Et cette opposition, elle ne reste pas silencieuse. Depuis octobre 2023, des manifestations géantes sont devenues régulières. On parle de dizaines de milliers de personnes dans plus de 45 villes. Des islamistes, des militants de gauche, des étudiants, des familles. C'est une coalition très hétéroclite, mais unie par le rejet de ce que les manifestants appellent les accords de la honte. Le mécontentement n'est pas seulement à l'intérieur des frontières. L'accord a aussi jeté de l'huile sur le feu des rivalités régionales et a provoqué une escalade vraiment dramatique des tensions avec le voisin et rival algérien. La réaction d'Alger a été foudroyante. Les autorités algériennes ont tout de suite perçu l'alliance maroco-israélienne comme une menace stratégique directe. Pour elles, c'était comme si le Maroc avait introduit un ennemi dans le voisinage.
La conséquence a été immédiate et radicale, la rupture totale des relations diplomatiques en 2021. Et sur le plan militaire, l'alliance a concrètement changé la donne. En 2023, Israël est devenu le troisième plus grand fournisseur d'armes du Maroc, avec 11% de ses importations. Forcément, ça alimente une course à l'armement perçue comme très dangereuse par Alger, qui, en réponse, a renforcé ses propres liens avec la Russie et l'Iran. On se retrouve donc face à cette division fondamentale, ce grand écart. D'un côté, la position officielle du Maroc, qui explique que les relations avec Israël permettent de peser pour la paix et de défendre une solution à deux États, et de l'autre, le sentiment populaire qui voit cette même normalisation comme un poignard empoisonné et une source de honte et de déshonneur. Alors, la question est, comment la monarchie marocaine fait-elle pour gérer cette contradiction explosive entre la raison d'État et la volonté populaire? C'est précisément là que se situe tout le pari, tout le risque de cette stratégie. La clé de toute la stratégie marocaine repose en fait sur la double casquette, tout à fait unique, du souverain. D'un côté, il y a le chef d'État qui mène une politique réaliste pour garantir l'intégrité du pays, et de l'autre, il y a le commandeur des croyants qui a une responsabilité morale et religieuse, notamment en tant que président du comité Al-Quds pour la défense de Jérusalem et des Palestiniens. C'est un exercice d'équilibriste permanent. Et concrètement, ça donne quoi, cette diplomatie de l'équilibre? Eh bien, c'est une approche très pragmatique. D'un côté, le Maroc condamne fermement la violence à Gaza et envoie de l'aide humanitaire pour répondre à l'opinion publique. Mais, en même temps, il maintient le bureau de liaison israélien à Rabat bien ouvert pour préserver le canal de communication et surtout les gains stratégiques de l'accord. Le but, c'est de réussir à concilier des impératifs qui semblent totalement contradictoires. Et on boucle la boucle pour revenir à notre question des départs. En échange de la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara, le Maroc a remporté une victoire diplomatique incontestable et un avantage militaire majeur. Mais en faisant ça, n'a-t-il pas pris l'énorme risque de fracturer durablement sa propre société et d'envenimer une rivalité régionale qui était déjà explosive? De la réponse à cette question dépendra sans doute l'avenir de toute la région.